Bonjour. Tout d'abord, pour cette nouvelle chronique, commençons par un hommage très appuyé à un ami qui m'était très cher, à qui je dois beaucoup dans ma formation de journaliste scientifique, Hubert Reeves. Hubert Reeves nous a quittés. Hubert Reeves, c'est d'abord un personnage, un visage, un peu notre grand-père qui nous raconte des histoires au coin du feu avec son crâne dégarni, ses cheveux blancs et surtout sa barbe blanche. Hubert, c'est également un accent chantant, un accent canadien qu'on aimait beaucoup parce qu'on l'oublie trop souvent. Il est né à Montréal, il était canadien. Et puis Hubert, c'est également un scientifique, un astrophysicien. Il a enseigné au Canada, puis aux États-Unis, conseiller à la NASA, puis après professeur à Bruxelles, et puis après il est revenu en France. Il voulait un peu plus de liberté. Il était directeur de recherche au CNRS et conseiller au CEA. Mais surtout, pour nous, pour vous, pour le grand public, Hubert Reeves, c'était l'homme qui a raconté le roman de l'univers avec le talent français. Mais ça n'a pas été facile. C'est l'une de ses amies qui dit tu devrais, comme tu racontes très bien à la cafétéria tes travaux sur l'univers, l'origine de l'univers, tu devrais les écrire. Oh, il dit ça marchera jamais. Et il a fait un manuscrit qui a été refusé par tous les éditeurs, sauf, heureusement pour nous, Le Seuil, avec Jean-Marc Lévy-Leblond, qui l'a aidé à réécrire. Ça a été Patience dans l'azur. Et en 1981, ça a été la révélation, je veux dire pour la France entière, mais même pour le grand public, de découvrir sur le plateau, évidemment l'apostrophe, de Bernard Pivot, ce scientifique au visage barbu, qui était un peu notre grand-père, qui au coin du feu nous racontait l'histoire de l'univers, l'histoire des étoiles et la suite, bien sûr, vous la connaissez. Donc Hubert nous a quittés. Je veux dire que j'ai perdu personnellement un très grand ami. Et paraphrasant un confrère du Monde, Pierre Barthélémy, qui a fait un excellent article, à mon avis le meilleur, sur Hubert Reeves, je dirais, Hubert, tu es né de poussière d'étoiles, et aujourd'hui, tu es redevenu poussière d'étoiles. Merci, merci Hubert. Revenons maintenant à nos propos, l'actualité scientifique. Et l'actualité scientifique, c'est également ce qu'aurait aimé Hubert Reeves, l'astrophysique, mais là, du côté des astéroïdes. Vous savez, les astéroïdes, ce sont ces cailloux qui errent sur des trajectoires, notamment entre Mars et Jupiter, sur une Saturne. Ce sont des gravats, en quelque sorte, les résidus de la formation de nos planètes et de la formation de la Terre. Et autrement dit, l'intérêt, c'est que si on arrive à analyser, à voir d'abord de très près, puis à analyser le contenu de ces cailloux, eh bien on a la matière originelle de la formation de notre univers, c'est-à-dire de notre système solaire. D'où l'intérêt de la mission Bennu, à laquelle a participé un Français, et non des moindres, un grand spécialiste. Il est tombé amoureux des astéroïdes, c'est Patrick Michel, de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur, directeur de recherche au CNRS, et là, qui vient en quelque sorte, de raconter comment il a participé à plusieurs missions de découverte des astéroïdes, et surtout, de retour d'échantillons. Et donc, vous vous en souvenez, dans le désert de l'Utah, une petite capsule est revenue intacte sur Terre, avec, à l'intérieur, 250 grammes. Mais c'est énorme, 250 grammes prélevés à la surface d'un astéroïde Bennu. Et bien entendu, va commencer l'analyse. Et Patrick Michel dit, lorsque j'ai vu arriver intact sur Terre, enfin, cette capsule, j'en ai pleuré de joie. Parce que ça a été le moment qu'on attendait après 7 ans de voyage aller-retour de la sonde Osiris-Rex. Finalement, le moment historique, c'est l'arrivée sur Terre des échantillons en s'assurant que tout est bien intact. Et effectivement, pour ce qu'on a vu pour l'instant,
on est presque face à une indigestion. Après un voyage de 2 ans, nous sommes arrivés sur un astéroïde dont on a reçu les premières images le 3 décembre 2018, lancé le 8 septembre 2016, et ces images nous ont montré un petit monde géologique d'une complexité incroyable et qu'on n'avait pas attendu à ce point-là, ce qui fait que les ingénieurs ont été face à un problème de devoir revoir entièrement leur stratégie de navigation pour pouvoir faire face à un objet fait de plein de rochers à la surface. Cette sonde, elle s'est mise en orbite autour de cet astéroïde. Alors, se mettre en orbite autour d'un corps qui fait à peine 500 mètres de diamètre, c'est aller très très près. C'est très risqué parce qu'on est à des centaines de millions de kilomètres de la Terre, hein, donc les opérations, c'est pas instantané. Et là, il faut s'insérer dans l'attraction de l'objet qui, comme il est tout petit, est très faible. Donc, il faut aller à très faible distance. Mais grâce à ça, du coup, étant à très faible distance, on a des images à une résolution hallucinante et on en voit ici, on a l'impression de survoler l'astéroïde puisqu'effectivement on a fait des survols à basse vitesse. Il y avait tellement de rochers qu'il fallait vraiment comprendre ce à quoi on avait affaire et c'est assez incroyable de voir cette diversité. On a des rochers qui sont très noirs, qui sont très rugueux, d'autres qui ont l'air plus cassants. Donc tout ça veut dire que c'est des propriétés différentes, sachant qu'en fait tout est noir. On a poussé le contraste, mais en fait la fraction de lumière réfléchie à la surface de cet astéroïde, c'est à peine 4%. L'asphalte sur les routes, c'est l'ordre de 7%. Donc on est vraiment face à du noir et une complexité de surface incroyable. Imaginez-vous, il faut qu'on se pose là-dessus. Pour prélever, en fait, on a déployé un bras qui fait à peu près 3 mètres de long, au bout duquel il y a un cylindre. Et en fait, quand ce cylindre va toucher la surface, en quelques secondes, il va dégazer de l'azote pour créer un vent artificiel et fluidifier finalement la surface pour pouvoir entraîner dedans. Et ça se fait en quelques secondes, on appelle ça du touch and go. Donc voilà la manip, on voit le cylindre descendre, ça c'est les vraies images, hein. On est à 300 millions de kilomètres, le cylindre descend très doucement à 10 déplacements et hop il tape et il remonte et là on a une abondance de poussière dégagée incroyable. Pourquoi ? Parce que quand le cylindre a touché la surface, celle-ci n'a eu aucune réaction, comme si on rentrait dans un beurre mou, un beurre fondu. Et du coup, ce qui nous a aidé à prendre énormément d'échantillons, puisque le mécanisme s'est enfoncé à 50 cm dans la surface, et on estime qu'on a pris 250 grammes. 250 grammes, c'est énorme. Les cosmochimistes, qui sont les magiciens qui analysent les échantillons, avec quelques microgrammes, ils peuvent faire beaucoup mieux que ça. On a ouvert la capsule, et là, le cylindre de récolte, il est ici. Et tout ce que vous voyez qui est noir là, on est dans une salle blanche parfaitement hermétique, ça veut dire que ce n'est pas de la poussière qui vient de la salle, c'est de la poussière de Bennu, qui en fait est sortie du cylindre probablement lorsque la capsule est rentrée dans l'atmosphère, parce qu'elle est remplie à bloc. Donc on ne sait pas encore exactement combien on a, parce qu'on n'a pas pesé encore le cylindre, mais je pense qu'on aura le minimum qui était de 60 grammes, on aura bien plus que ça, et avec ça on fait énormément d'analyses. Il faut savoir que seuls 20% des échantillons sont analysés, et le reste est pour les futures générations qui bénéficieront d'instruments encore plus sophistiqués. Donc en fait, c'est un investissement sur le long terme. Rendez-vous compte, on est resté 2 ans autour de Bennu avec des instruments magnifiques et on ne sait toujours pas quelle est sa composition. Donc ça prouve bien que pour ces objets qui réfléchissent très peu la lumière, on est bien obligé de ramener pour pouvoir mesurer de quoi ils sont faits, parce que dans l'espace on n'y arrive pas. Ce qu'on cherche vraiment, c'est à comprendre la structure de la matière organique qui est contenue dans Bennu, parce qu'on sait que, enfin on pense, dans les scénarios qu'on a élaborés théoriquement, à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts, et ces impacts auraient pu apporter les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Donc en fait on cherche à comprendre l'origine de la vie. Le O de OSIRIS-REx, c'est O pour origine, et en analysant les propriétés de l'eau contenue dans cet astéroïde, il y a certaines propriétés qui sont une sorte de l'ADN de l'eau, et qui vraiment nous disent d'où elle vient. Donc en la comparant à celle des océans et en analysant la structure de la matière organique contenue, on peut avancer dans ce scénario d'origine de la vie, ce qui a déjà été fait en partie par la mission japonaise Hayabusa 2, qui est une mission qui a ramené des échantillons d'un autre astéroïde carboné en décembre 2020, et on a déjà identifié 123 acides aminés, plus de 20 000 molécules organiques et de l'uracile qui est une des bases de l'ARN. Donc on voit bien que ces objets, il y a quelque chose qui nous lie à nos molécules. Et voilà, en fait ces objets-là sont restés suffisamment petits pour ne pas avoir subi ces processus d'échauffement que les planètes ont subi. Un peu comme les ingrédients qu'on met dans un bol et qu'on fait cuire dans un four. On a un gâteau. Quand vous avez le gâteau, vous n'avez pas la recette, hein. Le système solaire, c'est un peu un gâteau, avec l'avantage, c'est que s'il n'a pas de saveur,
on a la recette grâce aux astéroïdes parce que ce sont ces restes des ingrédients qui n'ont pas évolué et qui ont gardé la mémoire de cette composition d'origine. Donc en fait, on remonte le temps, on remonte à il y a 4,567 milliards d'années et grâce à eux, on peut reconstruire l'histoire qui a conduit à former les planètes. Les fréquences d'impact jouent pour nous, parce qu'un objet de 140 mètres de diamètre, par exemple, qui est le seuil de taille pour faire des endommagements à l'échelle d'un petit pays ou d'une région, leur fréquence d'impact, c'est tous les 16 000 ans en moyenne. Donc même si on n'en connaît que 40%, statistiquement, c'est peu probable que sur notre échelle de temps à nous, il se passe quelque chose. Mais évidemment, c'est quand même dommage de savoir qu'on peut faire quelque chose et de ne pas le faire. Quelque chose, c'est déjà finir l'inventaire de ces objets et puis d'arriver à dévier sa trajectoire. Et ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre, c'est comment on a monté ce premier projet de déviation d'astéroïdes avec la mission DART de la NASA et HERA de l'ESA, qui consiste à envoyer un projectile, un gros boulet, pour taper sur un astéroïde et le dévier de sa trajectoire. On a réussi à guider une sonde sur un astéroïde dont on ne connaissait au départ que la taille et pas la forme, et qu'elle a découvert que quelques minutes avant l'impact, on a dévié l'astéroïde d'une certaine quantité qui est pas négligeable mais qu'on ne connaît pas encore parce qu'elle dépend de la masse de cet astéroïde, pour laquelle la mesure nécessite une autre mission qui est donc le rôle de la mission HERA de l'Agence spatiale européenne qui va finalement retourner sur la scène du crime pour nous donner le résultat de cet impact. C'est ce que va faire la sonde HERA, mais déjà ce qu'on peut dire sur la base de ce qu'on sait, c'est que même si on a réussi et que ça a l'air d'être assez efficace, si on avait voulu faire cette manip pour dévier un astéroïde de la trajectoire de la Terre, alors que là on a dévié une petite lune d'astéroïdes autour d'un autre corps, il aurait fallu le faire quelques dizaines d'années avant pour que l'objet rate la Terre. Donc ça veut dire que malgré tout, les techniques qu'on a pour dévier nécessitent qu'on soit capable d'anticiper, parce que si on le fait dans un an, ça ne marchera pas. L'idéal d'ailleurs serait, si on peut anticiper, d'envoyer une première mission de reconnaissance qui nous dit de quoi est fait l'astéroïde pour pouvoir optimiser le projectile qu'on concevra pour s'assurer qu'on donne la bonne énergie pour le dévier. Et ça, on sera capable de le faire si on continue à faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire tous les efforts qui consistent à faire l'inventaire de ces objets, à savoir calculer leurs évolutions et en parallèle à mener des tests de déviation. Et là, on saura anticiper, on pourra envoyer une mission de reconnaissance et dévier. Et dans l'idéal, c'est ce qui se passera. On aura ainsi offert un plan robuste aux futures générations et c'est vraiment ça l'idée. Donc dans quelques jours, Patrick Michel va tenir dans ses mains quelques milligrammes de poussière prélevée à la surface de l'astéroïde Bennu. Quelque chose qui va peut-être bouleverser nos connaissances, mais surtout qui vaut plus cher que de l'or, puisque la mission a coûté tout de même $1 milliard. Et peut-être que, paraphrasant encore une fois notre ami Hubert Reeves, je dirais, mon cher Patrick Michel, tu vas tenir entre tes mains ce qu'aurait aimé avoir Hubert Reeves, de la poussière d'étoiles.